si vous vous rappelez très bien, et j'avais dit que les entités nous permettaient en réalité de pouvoir substituer des fragments de documents ou en tout cas des caractères qui n'existeraient pas sur notre station de travail, par exemple. Donc, un document XML est physiquement découpé en entités. C'est possible, hein, mais vous pouvez avoir, comme je vous ai dit hier, le document peut exister d'un seul bloc, comme aussi ça peut être l'assemblage de plusieurs blocs. Donc, lorsque le document est constitué d'un assemblage de plusieurs blocs, on dira que votre document XML est composé de plusieurs entités. Maintenant, une entité, c'est quoi? C'est très simple. Une entité, c'est un fragment nommé d'un document. Ou bien ce sont simplement des raccourcis vers des portions de documents allant du caractère, n'est-ce pas, au document complet. C'est pour cela que je disais que certains caractères, en tout cas, qui ne sont pas disponibles sur vos claviers, peuvent être remplacés par des entités déjà prédéfinies pour ces derniers. Alors, ces entités doivent être définies dans l'entête du document XML ou dans la DTD, si vous voulez, et peuvent être référencées une ou plusieurs fois dans votre document. Alors, pourquoi on les utilise maintenant, ces entités? On les utilise des fois, c'est pour ne pas répéter le même fragment. Par exemple, si le même fragment doit revenir plusieurs fois dans votre document XML, vous pouvez par exemple ne pas remettre le même bout de code qui va se répéter plusieurs fois. Il vous suffira dans ce cas-là de définir une entité qui remplace ce bout-là, ce fragment-là, et à chaque fois que besoin, vous appelez ce fragment en utilisant l'entité. On verra un petit peu dans la suite comment est-ce qu'on définit une entité. Alors, l'entité aussi peut être utilisée pour mémoriser des caractères ou des phrases fréquentes. Bon, en général, si c'est les caractères, c'est parce que le caractère en question est interdit dans votre document XML et donc vous n'avez pas le choix. Pour écrire, pour donner du sens, en tout cas pour montrer ou pour afficher le caractère dans votre document, vous êtes obligé non pas d'utiliser le caractère lui-même, mais d'utiliser quelque chose qui renvoie au caractère. Donc, on verra un petit peu pourquoi des fois on est obligé de faire comme ça. Alors, une entité donc XML sert en général d'abréviation donc de substitution pour des informations répétitives ou qui peuvent être modifiées en bloc. Un exemple très simple. Ici, par exemple, vous avez un document XML. Disons, ça, c'est votre prologue, la déclaration que j'avais donnée hier. Alors, de là à là, c'est la déclaration, si vous voulez, c'est votre DTD interne. Bon, je vous avais dit, j'en avais un petit peu parlé, on y reviendra dans le chapitre qui va suivre. Donc, à l'intérieur de la déclaration de votre DTD interne, donc entre les crochets ouvrants ici et le crochet fermant là, ici, vous déclarez votre document, en tout cas votre DTD. Éventuellement, si vous avez des entités aussi, vous les déclarez à l'intérieur. Là, tout est interne au document. Donc, ici, c'est la description, donc c'est le schéma. Et à partir de là, c'est l'élément racine. Vous avez votre instance, c'est-à-dire le contenu de votre base de données. C'est entre la balise racine démo et sa balise de fermeture correspondante. Maintenant, ici, entre la balise racine démo ouvrante et sa balise de fermeture correspondante, vous avez tout le contenu de votre base de données. Maintenant, ce contenu-là, on peut l'écrire directement comme le document que je vous ai montré hier. C'est-à-dire, on met directement, par exemple, on met une balise étudiant, si c'est une base de données d'étudiants, avec pour chaque étudiant l'ensemble de ses caractéristiques et les informations qui sont contenues à l'intérieur de ces différentes balises-là. Là, on peut le faire. Mais l'autre chose aussi qu'on peut faire, c'est, je vous ai dit, le contenu du document peut ne pas être à l'intérieur du document lui-même. Et dans ce cas-là, vous faites référence, n'est-ce pas, vous référez, entre guillemets, pour les développeurs, j'allais dire, vous définissez une variable locale dans votre document et vous dites à votre variable locale, vous allez substituer, par exemple, un document ou un fragment de document ou un caractère qui se trouve quelque part ailleurs. Dans cet exemple-là, par exemple, bon, je vais sauter ces deux lignes-là, on y reviendra. Alors, là, par exemple, au niveau de cette ligne, on est en train ici de définir une entité qui s'appelle CIE. L'entité s'appelle CIE. Donc, si vous voulez,
de manière, en faisant de l'analogie un petit peu avec de la programmation, vous pouvez dire que c'est une variable qui s'appelle CIE. Et cette variable-là, ou cette entité, si je suis en XML, a pour valeur ou substitue la chaîne des caractères, les éléments de Dakar SA. Cela veut dire que c'est comme si en programmation, j'avais déclaré une variable qui s'appelle CIE, que j'ai initialisée avec la valeur les éléments de Dakar SA. Donc, comme en programmation, je peux directement obtenir le contenu de cette variable-là, ou en tout cas la phrase-là, les éléments de Dakar SA, en l'écrivant en dur dans le corps de mon document. Mais si je veux, j'utilise directement l'entité ou la variable qui permet la substitution de cette chaîne de caractères et ce serait exactement la même chose. Et donc, à l'intérieur du document, c'est-à-dire dans l'instance, le contenu de votre base de données, si vous voulez, vous pouvez mettre directement les éléments de Dakar SA, mais aussi vous pouvez mettre directement l'entité CIE. C'est ce qu'on a fait ici. Bon, je reviendrai un petit peu sur la définition, sur comment est-ce qu'on définit une entité et comment est-ce qu'une entité doit être appelée à l'intérieur d'un document. Donc ici, on peut simplement retenir que l'entité définie ici, parce que c'est ici, c'est là où on a défini notre entité en lui donnant une valeur, a été appelée à l'intérieur de notre instance ici. Et donc, là, le fait de mettre CIE est équivalent à mettre les éléments de Dakar SA, mais aussi le fait de mettre IMP est équivalent à mettre la balise important. Ensuite, le mot, la chaîne de caractères, attention, point d'exclamation, et on ferme. Donc, ce document, en réalité, est identique à ce document-là. Parce que si vous regardez le document-là et ce document, la seule différence, c'est que pour ce document-ci, on a utilisé les entités. Or, pour celui-là, on a utilisé directement les valeurs des entités. Donc, pour celui-là, on a travaillé avec l'entité, mais pour celui-là, on a travaillé avec les valeurs. Mais en termes de description, les deux sont, voilà, rien n'a changé. Maintenant, moi, j'ai la latitude, j'ai la possibilité, en exploitant ou en instanciant mon document, d'utiliser soit les entités qui sont définies à l'intérieur de la description, ou bien directement de travailler avec les valeurs que je veux. Maintenant, l'avantage d'utiliser ici l'entité, c'est que si ces fragments-là devraient être répétés à plusieurs reprises dans votre document, vous n'aurez pas à réécrire ce bout de cette phrase-là. Et moi, ici, j'ai donné un exemple très simple parce que c'est le cours, mais cette chaîne de caractères-là pouvait être un paragraphe, pouvait être un document dans sa globalité. Et donc, si le document-là, plutôt que de le mettre ici et prendre énormément d'espace au niveau de votre instance, vous substituez le document en utilisant simplement l'entité qui a été déjà définie et qui substitue votre document ou votre fragment de document ou bien une partie, en tout cas une partie d'un document XML proprement dit. Parce que là, c'est une chaîne de caractères, mais là, par contre, ça, c'est un fragment nommé d'un document. Donc, à peu près, c'était à peu près ça pour l'introduction sur l'entité. Maintenant, alors, l'entité, maintenant, ici, par exemple, tel que c'est défini, cette entité-là, ou ces deux entités-là, sont internes au document. Parce que c'est comme je vous ai dit hier, là où est définie l'entité, là où on a défini l'entité, c'est dans ce même endroit où on a l'instance de notre document. Donc, l'entité, entre guillemets, on peut dire qu'il est interne. On peut avoir des fois des entités externes, comme c'est le cas ici. Ici, par exemple, j'ai une entité que je définis qui s'appelle SHAP1. Et cette entité SHAP1, je dis, il va référencer un document, c'est vraiment un document dans sa globalité qui s'appelle SHAP1.xml. Donc, dans l'instance de mon document, c'est-à-dire entre la balise racine ouvrante et sa balise de fermeture correspondante, quand j'appelle SHAP1, c'est comme si j'avais copié la totalité du contenu de ce document SHAP1.xml que j'ai collé ici. C'est exactement la même chose. Les deux documents seraient pareils. Si je copie tout le contenu de SHAP1.xml que je colle ici et tout le contenu de SHAP2.xml que je colle ici, j'obtiens un document qui est identique à celui-là. Maintenant, imaginez si ce document-là faisait par exemple 5000 enregistrements, celui-là 10 000, vous voyez en termes, en tout cas au niveau de cette instance-là, ce que vous gagnez en termes, en tout cas, de simplicité, en termes d'écriture. Voilà. Là, vous avez simplement remplacé des entités qui sont externes
parce que ça se trouve sur d'autres documents. Ça peut se trouver sur un serveur qui est différent de la machine sur laquelle vous êtes en train de travailler. Ça peut se trouver sur votre machine, mais sur un autre répertoire, etc., etc. Et donc, ici, on parle d'entité externe. Alors, maintenant, pour les types d'entités, on en a plusieurs. Par exemple, là, on a des entités prédéfinies, c'est comme je vous ai annoncé tantôt. C'est-à-dire que c'est des entités qui existent déjà. On ne peut que les utiliser. Elles sont déjà mises en place. Donc, nous, tout ce qu'on peut faire, c'est essayer de les réutiliser. C'est pour cela qu'on parle d'entités prédéfinies. Il y a ce qu'on appelle aussi des entités caractères. Bon, entités caractères, en réalité, comme son nom l'indique, ce sont des entités qui substituent des caractères. Voilà, des caractères. Et les entités générales, maintenant, qui sont des fragments d'éléments de documents, c'est comme l'entité que je viens de vous montrer tantôt. C'est une entité générale, cette entité-là. On y reviendra, parce que ça vous permet, par exemple, de remplacer soit une chaîne de caractères ou un fragment nommé d'un document. Il y a aussi ce qu'on appelle des entités paramètres, qui sont des fragments de DTD. La seule différence entre l'entité générale et l'entité paramètre, c'est qu'en général, l'entité paramètre est beaucoup plus, fait beaucoup plus, ou bien est plus utilisée dans le cadre des DTD, parce que on va voir dans les DTD, il y a des mots qui sont réservés, ou en tout cas des groupes de mots qui sont réservés. Maintenant, pour substituer ces groupes de mots ou ces mots qui sont réservés et qui ont un sens, c'est comme par exemple en programmation, quand vous êtes par exemple dans un langage comme Java, quand vous mettez int ou bien quand vous mettez float, ça ce sont des mots qui sont réservés. Pour nous, ces mots-là, pour les substituer, on ne peut pas utiliser une entité générale, mais on doit utiliser ce qu'on appelle des entités paramètres. Donc, c'est juste ça la différence. C'est-à-dire que les entités paramètres, on les utilise en général pour les mots-clés réservés, ou en tout cas pour les fragments de DTD, parce que les DTD, c'est les descriptions. Tandis qu'une entité générale, lui, comme son nom l'indique, voilà, ça peut remplacer une chaîne de caractères, ça peut remplacer du texte, ça peut remplacer un fragment nommé d'un document, etc., etc. Donc, si on les regarde un à un et comment les déclarer, pour une entité paramètre, vous avez soit la possibilité de déclarer des entités paramètres internes ou externes. Pour déclarer une entité paramètre interne, c'est simple, vous faites simplement point d'exclamation entity, pourcentage, le nom de l'entité, et ensuite vous mettez la chaîne de caractères que l'entité devrait être substituée. Ou en tout cas le fragment nommé que l'entité devrait substituer. Si c'est une entité externe, pareil, la seule différence, c'est qu'il faudra préciser le mot-clé système et ensuite vous mettez le répertoire absolu ou relatif, c'est selon, qui mène vers votre document que vous voulez substituer. Donc, pour le premier cas, là, vous mettez par exemple directement la valeur de substitution, tandis que pour le deuxième cas, vous mettez le répertoire absolu ou relatif qui mène vers le fichier que vous voulez substituer. Alors, pour une entité générale, la seule différence en termes de déclaration avec l'entité paramètre, c'est qu'il ne faut pas ramener le mot-clé, ou en tout cas le pourcentage, voilà, le caractère, la pourcentage. Donc ici, on met directement entity, le nom de l'entité, ensuite la valeur de substitution, tandis que là, on met entity, le nom de l'entité, le mot-clé système, et ensuite on met le contenu, ou en tout cas le fragment nommé que l'on veut substituer. Donc voilà comment est-ce qu'on déclare une entité interne, une entité générale, et comment est-ce qu'on déclare une entité paramètre. Alors, pour la déclaration, maintenant, quand vous déclarez, voici par exemple un exemple très simple. Ici, vous déclarez par exemple une entité que vous appelez identificateur qui substitue cette valeur-là. On reviendra sur cette valeur. Ici, c'est une entité paramètre parce que ID JSRequireit, ça s'utilise à l'intérieur d'une DTD. Il a une signification, une connotation. Il signifie en général, c'est un type de données qui signifie que l'attribut que vous êtes en train de déclarer peut-être, ou l'entité, et l'attribut associé, en tout cas un attribut associé qui est de type ID JSRequireit, ça veut dire que c'est un attribut normalement unique pour son entité et est obligatoire. Donc ça a une signification unique et obligatoire. C'est comme une clé primaire. Maintenant, pour remplacer ces choses-là qui ressemblent à des clés primaires, à des types de données ou autres, là, on utilise des entités paramètres. C'est la raison pour laquelle on a utilisé le pourcentage, ensuite le nom de l'entité, vous choisissez le nom que vous voulez. Voilà, identificateur, vous pouvez l'appeler comme vous voulez, ident
Moussa, voilà, Fatou, vous l'appelez, c'est un nom de variable pour faire simple, c'est une variable. Mais ici, il faut juste retenir qu'on est en train ici de déclarer une entité paramètre qui va substituer ID dièse rupture. Donc, quand je vais déclarer par la suite une variable de type ID dièse rupture, au lieu d'écrire, par exemple, A de type ID dièse rupture, je peux mettre A de type identificateur. C'est la même chose. Identificateur va être égal à ID dièse rupture. Ici, c'est un exemple de déclaration d'une entité générale. Voilà. Là, je déclare une entité qui s'appelle ref, qui permet de substituer le mot-clé refuse. Donc, dans le corps de ce texte-là, en tout cas dans le corps d'un document XML, si je veux, pour écrire refuse, je peux directement appeler l'entité ref. Bon. Il ne faut pas en abuser ou en tout cas le faire de manière, voilà, le faire pour le faire, ça n'a pas de sens. Parce que, par exemple, je vous dis juste, ça n'a pas de sens de dire je vais définir une entité ref pour remplacer le mot-clé refuse. Je gagne quoi? Bon, pas grand-chose. Donc là, il faut faire attention. En tout cas, il faut d'abord regarder est-ce que c'est vraiment utile d'utiliser une entité pour pouvoir faire le travail que vous voulez faire. Là, c'est une entité externe. On définit ici une entité qui s'appelle mon entité. Et cette entité-là substitue, n'est-ce pas, le document qui s'appelle entité.xml. Et que cette entité.xml-là est définie à l'intérieur d'un répertoire relatif par rapport au document avec lequel je suis en train de travailler. Et ce répertoire-là, c'est le répertoire mon site. Donc, voilà un petit peu comment est-ce qu'on déclare une entité. Oui? Bon, je demandais si le mot système est un mot-clé ou bien c'est à nous de voir. Non, c'est un mot-clé. C'est un mot-clé, c'est-à-dire vous ne pouvez pas vous permettre d'utiliser quelque chose à la place du mot-clé système. C'est un mot-clé. C'est bon, Tal? Ok, merci. Oui, c'est bon, merci beaucoup. Voilà, merci. Alors, maintenant, pour les entités, maintenant, référence à une entité toujours. Une référence à une entité paramètre, donc, à la forme, je vous l'ai montré un petit peu. Quand vous avez fini de déclarer votre entité paramètre, pour l'appeler, vous mettez pourcentage, le nom que vous aviez donné lorsque vous avez défini l'entité, ensuite point virgule. C'est la raison pour laquelle ici, je vais vous montrer, oui, là, c'est pas ici, non. Voilà, là, par exemple, je déclare une variable, on va y revenir, hein, malheureusement, j'anticipe douloureusement. Alors là, cette ligne-là, sa signification, c'est en fait, je déclare un attribut qui s'appelle cible pour un élément renvoi. Et cet attribut-là qui s'appelle cible, son type, c'est de type identificateur. Mais le mot pourcentage identificateur là n'existe pas. Voilà, c'est comme si vous dites, je suis en Java, je déclare une variable de type identificateur. Vous n'allez pas dire ça, vous allez mettre int, le nom de la variable, float, le nom de la variable, etc. Voilà, le type que vous voulez. Mais là, moi, entre guillemets, j'ai inventé un type de données qui s'appelle pourcentage identificateur. Mais par exemple, le parseur, quand il verra ça, il va dire, mais monsieur, vous êtes en train de déclarer un attribut cible pour un élément renvoi de type identificateur, mais moi, je ne connais pas l'identificateur, ça n'existe pas en XML. Mais après, s'il se rend compte que, attention, vous aviez défini ici, je suis revenu au diapo précédent, vous aviez défini ici une entité identificateur qui permet de substituer le mot-clé ID dièse recurrite. Il va dire, ah, attention, il a déclaré l'attribut cible de type identificateur, mais j'ai vu quelque part, il avait dit que pourcentage identificateur aussi permettait de remplacer ID dièse recurrite. Donc, par conséquent, le fait de mettre @list renvoi cible identificateur veut dire aussi @list renvoi cible ID dièse recurrite. Donc, les deux là sont pareils. Rigoureusement, si on n'avait pas une entité, alors on allait forcément écrire ça. Mais on ne va pas écrire ça. Mais heureusement, c'est parce qu'on a une entité qu'on a, par exemple, la possibilité de remplacer le type ID dièse recurite par identificateur, mais pourvu qu'on l'ait déjà déclaré ici. C'est-à-dire que si je n'avais pas déclaré une entité pourcentage identificateur qui permet de substituer le mot-clé ou le groupe de mots-clés ID dièse recurite, je ne pourrais pas, en ce moment-là, définir un attribut cible pour l'élément renvoi qui est de type ID dièse recurite. Voilà. Ici, je me permets de le faire. Le parseur l'accepte ou le processeur XML parce qu'il va se dire que c'est parce que moi, j'avais défini déjà une entité
identificateur qui permettait de substituer ID dièse rupture. Alors, maintenant, toujours sur les références, pour la référence à une entité générale, parce que là, c'était référencer une entité paramètre, c'est-à-dire appeler. Quand je dis référencer, c'est-à-dire appeler. Là, on était en train de voir comment est-ce qu'on appelle une entité paramètre. Maintenant, pour appeler une entité générale, après l'avoir définie, on a vu comment est-ce qu'on déclare, comment est-ce qu'on définit. Il faut mettre le mot-clé et commercial, le nom de votre entité, ensuite point virgule. Ici, on avait dit pour les entités paramètres, au lieu de mettre et commercial, il fallait mettre pourcentage, le nom de l'entité, point virgule. Si c'est une entité générale, vous mettez et commercial, le nom de l'entité, et ensuite point virgule. Ça permet d'appeler l'entité qui a été déjà prédéfinie. Je rappelle qu'on avait par exemple défini ici une entité générale, ref, qui permet de substituer le mot refuse. Donc, pour écrire le mot refuse à l'intérieur d'une instance de document XML, si je veux, je peux écrire refuse, parce que c'est le mot c'est un mot comme tous les autres mots, mais si je veux aussi, je peux utiliser la variable ou l'entité qui a permis de référencer ou de substituer le mot refuse. Donc, c'est la raison pour laquelle ici, par exemple, là, dans ce document XML-là, bon, ça c'est un fragment de document, par exemple, la balise para qui est ouverte ici et se ferme là, par exemple, si j'ai mis ici s'élever au-dessus du refuse, parce que là, est commercial, ref, vous regardez ici, est commercial, le nom de l'entité, point virgule, est commercial, ref, point virgule. Donc là, j'ai appelé ref. Donc le parseur va dire, je vais essayer de voir au niveau des définitions, à quoi renvoie cette affaire-là? Et il va aller chercher ref, qu'est-ce que tu permets de substituer? Il va dire ref permet de substituer refuse. Alors, le fait d'écrire ça dans un document est identique à écrire ceci dans le document. Parce que ça remplace le mot-clé, ou pas le mot-clé, mais le mot refuse. Donc, ici, j'ai appelé l'entité. Ici, je n'ai pas appelé l'entité. Je peux me permettre d'écrire ça parce que simplement, j'avais déjà défini dans un transparent que l'entité ref pouvait référencer le mot refuse. Donc, cette écriture-là serait acceptable. Donc, voilà comment est-ce qu'on peut référencer une entité paramètre et une entité générale. Donc, une entité paramètre comme une entité générale, la déclaration, elle est presque identique. Elle est presque identique parce que pour déclarer une entité, vous mettez entity, le nom de l'entité, la valeur de substitution. Maintenant, c'est lors des appels où il y aura une différence. Quand je référencie, c'est-à-dire quand j'appelle, quand je définis déjà, pour définir déjà, je mets entity pour une entité paramètre, pourcentage, le nom de l'entité, la valeur de substitution, si c'est une entité paramètre. Par contre, si c'est une entité générale, je mets le nom de l'entité, la valeur de substitution. Maintenant, quand je les référencie, c'est-à-dire quand je les appelle, j'appelle l'entité paramètre en maintenant son pourcentage plus le nom de l'entité. Par contre, si c'est une entité générale, j'appelle l'entité en mettant le mot-clé et commercial, plus le nom de l'entité, ensuite terminé par le point virgule. Donc, voilà les entités paramètres et les entités générales. On avait dit aussi qu'il y avait d'autres types d'entités telles que les entités prédéfinies et les entités caractères. Une entité caractère, voilà, c'est une entité qui permet de substituer un caractère, comme son nom l'indique. Donc, par exemple, je vous ai dit, même depuis hier, je dis par exemple que une entité caractère pourrait vous permettre de pouvoir substituer une chaîne de caractères qui n'existe pas sur votre station de travail. C'est une possibilité qui s'offre à vous. Alors, ici, par exemple, on nous dit un caractère non disponible sur la station de travail peut être représenté par son code Unicode en décimal ou en hexadécimal. Donc, c'est les codes ASCII en réalité, hein, pour faire simple, sous la forme d'une référence à une entité. Par exemple, pour un caractère donné, lorsque vous connaissez son code ASCII, c'est ce qu'on appelle le code décimal ici, alors vous pouvez le remplacer ou l'appeler dans le corps de votre document parce que vous ne l'avez pas, en utilisant le mot-clé et commercial, dièse, ensuite vous mettez son code ASCII, ensuite terminé par point virgule. Ou bien, vous substituez votre caractère en utilisant le code hexadécimal cette fois-ci. En ce moment-là, vous mettez à la place, ici, il faudra juste ajouter un X. Ensuite, vous mettez le code hexadécimal pour remplacer. Un exemple, par exemple, le code
le caractère est commercial, son code ASCII, c'est 38. Donc, pour le remplacer, dans un document, vous pouvez mettre est commercial, dièse, 38, ensuite point virgule. Là, quand un parseur voit ça, il va dire que là, vous êtes en train de vouloir écrire le caractère est commercial. Le caractère, par exemple, la lettre grecque psi, que les mathématiciens adorent utiliser, il suffit juste de connaître son code décimal ou son code hexadécimal. Ici, par exemple, son code hexadécimal, c'est 0,3 à 6. Donc, pour pouvoir l'afficher ou l'intégrer dans mon document, si je n'ai pas la possibilité de l'écrire parce que je ne sais pas la combinaison de touches qui me donne le code ou le caractère psi, alors je peux directement mettre cette affaire-là et ça me permet d'avoir le caractère psi à l'intérieur de mon document. C'est pareil, par exemple, pour le caractère C commercial que vous connaissez. Voilà, avec son code décimal 169 ou son code hexadécimal XA9, vous pouvez l'appeler à l'intérieur de votre document XML. Donc, il faudra simplement retenir que n'importe quel caractère peut être représenté par une entité caractère. Il suffit simplement de connaître son code ASCII ou son code hexadécimal. Si vous avez son code ASCII ou son code hexadécimal et que vous n'avez pas la possibilité ou votre clavier ne vous offre pas la possibilité de l'appeler, vous pouvez le substituer en utilisant son code ASCII ou son code hexadécimal. Pour les entités prédéfinies maintenant, parce que là-bas c'était les entités caractères, pour les entités prédéfinies, vous avez par exemple le caractère inférieur et le caractère supérieur. Alors, le caractère inférieur et le caractère supérieur ont une certaine signification en XML. Donc, il faut faire très attention lorsque vous voulez les intégrer à l'intérieur d'un document. Parce que le parseur peut avoir l'impression que, en voyant le inférieur là, vous êtes en train d'ouvrir une nouvelle balise et faire une mauvaise interprétation. En ce moment-là, vous devrez faire très attention. Donc, les caractères inférieurs, le caractère supérieur, etc., qui sont des délimiteurs XML, peuvent être remplacés dans un texte par une référence à une entité prédéfinie. Ces entités, donc, sont les suivantes. Par exemple, le caractère inférieur, vous pouvez le substituer par est commercial less than, point virgule, LT, less than, inférieur à. Le caractère supérieur peut être référencé par est commercial greater than. Le caractère est commercial par ampersand. Le caractère apostrophe, etc. Parce qu'il peut arriver des fois, par exemple, qu'à l'intérieur d'un document XML, vous voulez écrire A inférieur à B supérieur à C. Je donne juste un exemple. Par exemple, si vous voulez écrire à l'intérieur d'un corps, je donne juste un exemple. Vous écrivez par exemple A. Par exemple A, voilà, inférieur à B, qui est supérieur à C. Là, vous êtes en train d'écrire ce qui vous traverse l'esprit, c'est-à-dire, selon vous, vous lisez A inférieur à B supérieur à C. Mais un parseur peut croire que vous êtes en train de dire autre chose. Le parseur peut dire que, attention, après la chaîne de caractères A ou le caractère A, le concepteur a créé une balise B, ensuite, etc. Or, vous, dans votre esprit, ce n'était pas du tout votre intention. Donc, si vous avez comme ça, il faut impérativement changer. Parce que vous allez induire en erreur votre parseur. Parce qu'après, il va se dire, si je ne vois pas la balise B fermeture correspondant à cette affaire-là, je vais générer une erreur lorsque je vais parser ce document XML. Et donc, vous allez parser, il va vous générer des erreurs, vous n'allez pas comprendre le pourquoi. Mais le pourquoi, c'est simplement vous avez introduit à l'intérieur un caractère qui a une signification spécifique qu'il fallait tenir en compte que vous n'avez pas fait. Donc là, par exemple, plutôt que d'écrire ça, par exemple, vous pouvez dire en ce moment-là, est commercial, LT, point virgule. Là, ça veut dire que A inférieur à B, qui est supérieur à C, vous mettez, voilà, en ce moment, est commercial, greater than, voilà. Et là vous n'aurez pas d'erreur. Là, ça signifie A inférieur à B qui est supérieur à C. Là, c'est clair. Mais si vous maintenez ce que j'avais mis tantôt, vous pouvez être induit en erreur. C'est-à-dire votre parseur peut se retrouver à interpréter en tout cas, il interprète de la façon dont il... Oui? Monsieur, excusez-moi, vous avez partagé un autre écran? Ah oui,
c'est vrai. On n'arrive pas. C'est vrai. Si. Au début, toujours, je partage que le document PowerPoint. Vous avez parfaitement raison. Excusez-moi. Voilà, bon, c'était ça que j'étais en train de dire. Bon, initialement, j'avais ça en réalité. Bon, initialement, j'avais ça. Voilà, je disais que si j'ai quelque chose comme ça, voilà, vraiment merci de m'avoir rappelé ça. J'ai dit, si vous avez quelque chose comme ça, vous pouvez avoir l'impression que ça signifie A inférieur à B qui est supérieur à C, mais votre parseur peut croire que vous avez écrit une chaîne de caractères A, ensuite vous avez ouvert une balise B, et il va s'attendre à ce que cette balise B-là soit fermée. Et donc, s'il ne voit pas la balise de fermeture correspondante, baf, il génère une erreur. Bon, par exemple, bon, je pense que j'ai oxygène avec moi. Par exemple, ici, ça c'est un parseur. Je mets ça. Là, vous voyez, il fait du rouge. Erreur. Il me dit qu'il y a une erreur. Parce que là, j'ai une balise B qui est ouverte, qui n'a pas été fermée. Parce qu'on avait dit hier, pour qu'un document XML soit bien formé, il faut impérativement que pour toute balise de début, qu'il y ait une balise de fermeture correspondante. Ici, ce n'est pas le cas. C'est la raison pour laquelle il me génère une erreur. Parce que avant que je n'amène ça, là, il n'y avait aucune erreur. Vous voyez, il n'y a pas de rouge. Mais bon, si maintenant ce parseur-là, parce que ça dépend aussi des parseurs, accepte ce que je viens de dire, c'est-à-dire, on va essayer de voir, et commercial, less than, voilà, vous voyez, voilà, et commercial, big zone. Voilà, là, le parseur voit, il a oublié de couper le micro. Alors là, le parseur lit et comprend que vous voulez dire A inférieur à B, qui est supérieur à C. Ça, c'est ce que le parseur lit. Le parseur lit A inférieur à B, qui est supérieur à C. Mais si vous mettez, comme j'ai mis tantôt, les signes là, inférieur ou supérieur, vous avez vu tantôt, il vous génère une erreur parce qu'il considère, comme je vous ai dit tantôt, qu'en réalité, vous êtes en train, vous avez ouvert une balise que vous avez oublié de fermer. C'est uniquement ça. Monsieur. Oui? En fait, ça, c'est quelle application que vous ça, c'est Oxygène. Ça s'appelle Oxygène. Vous en avez plusieurs. Hein. Pour les parseurs de documents XML, vous avez XML Spy, vous avez Cooktop, vous avez Oxygène. Il y en a beaucoup. Hein. Il y en a vraiment beaucoup. Mais voilà. Si vous voulez après, voilà. Mais vous pouvez noter déjà, vous pouvez les télécharger pour certains, gratuitement, comme par exemple Cooktop et autres. Mais voilà, par exemple, ce Oxygène-là, il n'est pas gratuit, mais quand même pendant la période où on fera cours, vous pouvez l'avoir quand même, parce que c'est une version d'évaluation. Au moins, vous pouvez l'avoir pour 30 jours. Donc, d'ici 30 jours, on a la certitude que le cours va se terminer, Inch'Allah. Ça, c'est Oxygène. Hein, ça s'appelle Oxygène. Oxygène XML Editor. Voilà. Donc, ça, c'était... Et on va créer comme des fichiers, ça. Pardon? On va créer sous forme de fichiers ou bien? Je n'ai pas compris. Je dis, en fait, pour créer un fichier comme XML. Si vous utilisez, par exemple, Oxygène. Ouais. Oui. Bon, la première chose, c'est que pour créer un document en XML, vous n'avez vraiment pas, comment on dit, vous n'avez vraiment pas trop de contraintes. Parce que n'importe quel éditeur texte peut être utilisé pour créer un document XML. Si c'est créé simplement, n'importe quel éditeur texte peut être utilisé pour créer un document XML. Mais maintenant, le truc, c'est parser le document, c'est-à-dire qu'avoir la possibilité de voir est-ce qu'il y a des erreurs, etc. Genre compilateur. À ce moment-là, il faut utiliser des logiciels qui sont dédiés, comme par exemple l'Oxygène là. Mais, par exemple, moi, ici, pour créer, je viens juste là,
là, vous voyez, non? Là, ici, en haut à gauche, là où j'ai remis un petit peu le curseur. Bon, attends, je vais peut-être changer de ce curseur pour vous permettre de mieux voir. Alors, je fais comme ça, voilà. Pourquoi il disparaît? Il ne l'accepte pas au niveau d'oxygène. Bon, c'est pas méchant. Mais là, il me suffit juste de venir ici, là, et de mettre nouveau. Et quand je mets nouveau, j'ai la possibilité de créer un nouveau document XML. Voilà, j'ai la possibilité de créer un XML schéma. J'ai la possibilité de créer un DTD, etc., etc. Mais bon, ça, on y reviendra après. Mais pour le moment, pour commencer, vous pouvez juste vous intéresser à créer un document XML et voir éventuellement est-ce que ce document XML, il est bien formé ou pas. Parce que pour le moment, on n'en est qu'à ce niveau-là. C'est-à-dire, est-ce qu'un document XML est bien formé? Donc, bien formé si, bien sûr, le document respecte les conditions qu'on avait préétablies la dernière fois. C'est bon? Voilà. Bon, là, on y reviendra. Donc, voilà l'importance ici pour moi d'avoir, par exemple, ces parseurs-là. Alors, je reviens sur le cours. Donc, voilà. Donc, ça, c'est des entités qui sont prédéfinies. Donc, voilà. Là, vous n'avez pas à chercher, si vous voulez, des codes ASCII ou autres. Vous pouvez directement les utiliser lorsque c'est nécessaire. Donc, le inférieur, le supérieur, le et commercial, l'apostrophe, les doubles codes, etc., etc. Alors, ça va être cette partie-là, ça va être vraiment la dernière partie la plus difficile du chapitre, des deux chapitres introductifs, l'espace de nom, parce que c'est un petit peu tout ce qu'on est en train de faire des fois, c'est pas évident, mais bon, je pense quand même que vous comprenez très bien. C'est pas du tout compliqué, mais c'est les bases quand même. Alors, maintenant, on a vu une entité. On a dit que les entités nous permettaient d'importer à l'intérieur de nos documents des fragments nommés, par exemple. Ou bien ça nous permettait d'avoir à l'intérieur de notre document des entités qui sont prédéfinies ou des entités caractères ou autres. Mais maintenant, si je prends le cas, des entités, par exemple, une entité générale qui est importée à l'intérieur de mon document. Par exemple, ce document-là. Par exemple, ce document. Ça, c'est un document. Je vous ai dit tantôt que ce document, en réalité, son instance, parce que là, c'est la description, son instance, c'est-à-dire son contenu, commence ici et se termine là. Alors, puisque j'ai importé les deux documents, chapitre 1.xml et chapitre 2.xml, le contenu de ce document est indépendant du contenu de ce document. Je peux me retrouver donc au niveau de mon instance, c'est-à-dire du contenu de ma base de données XML, avec des balises, c'est probable, dans chapitre 1.xml, qui sont écrites de la même façon que certaines balises de chapitre 2.xml. Et puis, mon parseur là, qui utilise ce document, si je ne fais pas attention, il ne saura pas faire la différence, si bien sûr il y a une différence, entre par exemple la balise name qui a écrit ici, peut-être, parce qu'il y a une balise name dans chapitre 1.xml, et la balise name qui a été écrite dans chapitre 2.xml. Ça veut dire que j'ai deux balises name, c'est possible que j'ai deux balises qui ont pour nom name, l'un provenant de chapitre 1.xml, l'autre provenant de chapitre 2.xml, tous les deux compris ou bien définis à l'intérieur d'un même document. Si les deux balises name renvoient à la même signification, donc à la même sémantique, je suis sauvé. Si c'est name veut dire le nom d'une personne dans chapitre 1.xml et que name aussi veut dire le nom d'une personne dans chapitre 2.xml, il n'y a pas de problème. Par contre, si name dans chapitre 1.xml veut dire ou renvoie à un nom de personne et que name dans chapitre 2.xml renvoie à un nom de formation,
juste un exemple comme ça, alors là, il y a problème. J'aurai donc dans l'instance ici, deux balises name qui ne signifient pas la même chose. Donc la sémantique pose problème. Or, il ne doit pas y avoir de conflit de nom à l'intérieur d'une même instance. Quand j'ai deux balises, en tout cas quand j'ai des balises qui occupent les mêmes positions dans une même entité, ils doivent signifier la même chose. Je ne peux pas dire le name qui est dans étudiant 1, qui est dans étudiant, par exemple, en vous donnant cet exemple-là. Je ne peux pas dire que le nom de cet étudiant-là, par exemple, doit être différent du nom d'un autre étudiant que je vais devenir. Par exemple, je donne juste un exemple comme ça. Là. J'ai ça. J'ai deux étudiants. Bon, là, il me génère une erreur parce que peut-être... Non, c'est moi qui ai fait l'erreur. En collant, voilà, je ne devais pas coller là-bas. Mauvaise imbrication. Alors, là, j'ai deux étudiants. J'ai deux étudiants ici. Je ne peux pas me permettre de dire que le nom là est différent de ce nom là. Non, non, non. Du point de vue sémantique, les deux noms doivent être identiques. Sinon, il y a problème. Sinon, il y a forcément problème. C'est la raison pour laquelle, si j'importe plusieurs entités à l'intérieur de ces documents, je dois veiller à ce qu'il n'y ait pas de conflit de nom. C'est-à-dire, si deux éléments portent le même nom, je dois rajouter, ou en tout cas faire des gymnastiques pour dire à mon parcelle, attention, le nom qui est dans étudiant, du point de vue sémantique, est différent du nom qui est dans classe, par exemple. Bon, juste comme ça. Juste comme ça. Bon, si les deux étaient... Ici, je ne peux pas parler de conflit de nom, même si c'était le nom de la classe, parce qu'ils sont dans deux entités qui sont différentes. Mais par exemple, à l'intérieur de la même balise étudiant, parce que j'ai importé deux fichiers XML qui ont des entités étudiants, je ne peux pas dire que le nom là doit être différent de ça. Non, non, non. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. C'est la raison pour laquelle, en XML, on a mis en place les espaces de nom. Alors, l'espace de nom, donc, on me dit ici que l'importation d'éléments ou d'attributs contenus dans une entité externe peut entraîner des conflits de nom. C'est ce que j'étais en train de dire tantôt. Donc, ces conflits peuvent être évités en définissant des espaces de nom. Donc, un espace de nom en XML, c'est un moyen d'éviter des conflits de nom. C'est aussi un moyen d'identifier de façon universelle les noms utilisés dans des documents. Ceux qui font du XHTML déjà commencent à le faire. Et même des fois, ceux qui font d'autres langages qui sont basés, ceux qui utilisent d'autres technologies qui sont basées sur du XML, des fois utilisent des espaces de nom sans le savoir. Vous allez vous rendre compte quand je vais vous montrer un petit peu quelques cas ou quelques exemples d'utilisation d'espaces de nom. Alors, donc, les documents XML sont eux-mêmes des espaces de nom. Bon, là j'ai l'habitude, bon, ce diapo-là, c'est un peu difficile. Bon, il est un peu bizarre pour moi. Mais j'ai l'habitude de dire quand même que quand je dis que les documents XML sont eux-mêmes des espaces de nom, cela veut dire que dans un même document XML, vous ne pouvez pas avoir de conflit. Là-bas, j'ai parlé de conflit lorsque j'importe deux documents, trois documents à l'intérieur d'un seul. Mais à l'intérieur d'un même document où je n'ai même pas eu d'import, le document lui-même joue le rôle d'espace de nom. C'est-à-dire qu'il interdit que j'ai deux éléments, par exemple, nom dans une même entité qui signifient des choses qui sont différentes. Ce n'est pas possible. Donc, les noms d'éléments, c'est pour cela on nous dit les noms d'éléments doivent être uniques dans un document. Bon, unique dans l'entité, attention. Il ne faut pas dire que si j'ai un élément qui s'appelle nom, je ne peux plus avoir un autre élément qui s'appelle nom. Je ne veux pas. Un élément nom dans une entité, par exemple, dans ça, j'ai ici, dans étudiant, j'ai nom. Mais dans classe, voilà, dans classe, ici, j'ai nom. Les deux noms-là n'occupent pas les mêmes positions. Parce que si je génère l'arbre,
l'arborescence, vous allez vous rendre compte que le nom là est rattaché à étudiant et que ce nom-là est rattaché à classe. Donc, c'est deux niveaux qui sont différents. Donc, ici, on ne parle pas de conflit de nom parce que là, même si je ne mets pas nom C, je sais que ce nom-là, c'est le nom de la classe. Par contre, ça, je sais que c'est le nom de l'étudiant. Là, il n'y a pas risque de conflit. Ce qu'on interdit, c'est que, par exemple, au même niveau ici, par exemple, je vais mettre, je dis par exemple, des fois, ça nous arrive, nous au Sénégal, on dit prénom, prénom 1, prénom 2. Si vous voulez, vous mettez prénom 1, prénom 2 pour dire Ndeye Fatou Ndiaye, par exemple. Mais à ce moment-là, il faut mettre prénom 1, prénom 2. Vous ne pouvez pas mettre prénom tout court. Et mettre prénom, ensuite remettre prénom. Non, non, non. Ce serait une erreur. C'est pour cela qu'on dit que les documents XML sont eux-mêmes des espaces de nom. Donc, à l'intérieur du document, les noms d'éléments doivent être uniques à l'intérieur d'un document. Donc, je devrais même ajouter à l'intérieur du même entité d'un document. De plus, chaque élément est un espace de nom pour ses attributs. Quand on dit que chaque élément est un espace de nom pour son attribut, cela veut dire que si vous prenez l'entité étudiant qui est ici, je vous ai dit la dernière fois que l'identifiant ici est un attribut de l'entité étudiant. C'est comme en HTML, la balise HTML existe. Il peut avoir des entités comme l'entité BG Color pour dire la couleur de fond. Body BG Color égale. BG Color, c'est l'attribut de l'entité ou de la balise HTML. Maintenant, il peut avoir comme valeur red, yellow, tout ce que vous voulez. Ici, quand on dit qu'un élément, les éléments à XML sont des espaces de nom pour leur attribut, cela veut dire que dans un même élément, vous ne pouvez pas avoir deux attributs qui portent le même nom et qui sont différents en termes de signification. Non, ce n'est pas possible. Voilà. Je ne peux pas dire que l'identifiant ici, en réalité, son sens ou sa signification, c'est identifiant au sens X, alors que l'identifiant là, c'est l'identifiant au sens Y. Non, 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 non. Du moment où ils sont tous les deux dans la même entité étudiant ou dans le même élément étudiant, ils ne peuvent pas avoir des significations qui sont différentes. Alors, donc, le concept d'espace de nom, bon, ça, c'est la littérature, ça vous aide juste lorsque vous allez lire. Donc, correspond à la notion de collection de noms dans laquelle on puise pour parler ou écrire. Donc, c'est comme le vocabulaire dont j'ai parlé la dernière fois. Donc, notion analogue à un vocabulaire. Les noms existent, il faut s'en servir. Voilà, pour exprimer ce qu'on veut dire. Mais attention, en respectant quand même les règles qu'on a dites tantôt. Donc, quand vous prenez un document XML, une instance de document XML, il contient 0 ou plusieurs instances de noms. Là, quand je dis une instance de nom, par exemple, quand vous prenez le document que je vous ai montré tantôt, vous avez un élément étudiant, c'est une instance de nom. Bon, quand je dis instance, rappelez-vous très bien, en général, je fais référence à instance d'une base de données qui est la collection d'informations stockées dans la base à un instant T, à l'instant où l'on parle, par exemple, ou en tout cas à un instant donné. Alors, une instance de nom est locale, c'est-à-dire qualifiée par un espace de nom, ou est identifiée par un seul espace de nom référencé par sa préfixe. On va le voir tout de suite. Ça veut dire qu'un nom, sa signification, elle est locale, mais sa signification peut être obtenue à partir, en tout cas, d'un préfixe qui lui a été ajouté. En ce moment-là, il faut aller vers, en tout cas, ce que renvoie le préfixe pour trouver sa signification. On va le voir tout de suite. Les instances donc de noms qualifiés ont ainsi, les deux noms qualifiés ont ainsi un contexte, voilà, permettant d'éviter les conflits de noms. C'est par exemple, c'est par exemple là. Là. Bon, peut-être que je remonterai après pour rappeler un petit peu, parce que ça, c'est des choses que vous connaissez parfaitement. Alors ici, dans ce document, j'ai un élément qui s'appelle dénomination. Et dont le contenu, c'est Abdou Gaye. L'élément dénomination se termine là. J'ai un autre élément dénomination qui s'appelle master, qui se termine là. J'ai une autre dénomination informatique qui se termine là. Vous voyez que j'ai trois dénominations, trois éléments et dénominations. Mais bon, du point de vue sémantique, nous, en tant qu'humains en tout cas, on voit que les contenus ne renvoient pas à la même chose. Ici, dénomination renvoie à des personnes. Ici, dénomination renvoie à des matières ou à des diplômes, tandis que la dénomination renvoie à des formations. Mais bon,
Pour éviter que toutes les trois dénominations renvoient à la même chose, ce qu'on a fait, c'est qu'on a utilisé ce qu'on appelle des espaces de nom. XML, namespace. Là, quand le parseur voit, il dit le contenu ici, c'est-à-dire le sens de cette dénomination, est à chercher dans cet espace de nom. Est à chercher dans cet espace de nom. C'est-à-dire, si vous voulez avoir la sémantique de cette dénomination-là, il faut aller dans cette URL-là. C'est là-bas où on l'a défini. Par contre, pour avoir la dénomination, même si c'est écrit de la même façon, de cette dénomination-là, il faut aller vers là. Donc, le contenu qui est là doit être conforme à la façon dont l'espace de nom a été défini ici. Par contre, ce contenu, son sens et son comportement est dicté par cet espace de nom. Pour celui-là, son sens et sa sémantique est dicté dans cet espace de nom. Vous voyez ici, les URL ne sont pas les mêmes. Ça, c'est ce qu'on appelle des espaces de nom par défaut. Il y a ce qu'on appelle aussi des espaces de nom préfixés. C'est le cas ici. Ici, par exemple, je définis un espace de nom. Pour définir un espace de nom, on met toujours XML namespace. XMLNS, namespace. Si je dis XML namespace 2.livre égale ça, cela veut dire que si je veux référencer un élément, une balise, qui est dans cet espace de nom, je dois mettre le préfixe livre. Et donc, le parseur, à chaque fois qu'il verra un élément préfixé par le mot livre, il va dire, attention, pour voir est-ce que cet élément-là, son comportement est correct ou est-ce qu'il respecte la grammaire, il ne faut pas le chercher localement dans ce document, mais il faut le chercher dans cet espace de nom. Donc, les éléments qui vont avoir comme préfixe livre, en réalité, il faut chercher leur sens ici. Par exemple, j'ai titre ici, qui est préfixé par livre, livre 2.titre. En réalité, l'élément s'appelle titre. Mais du moment où j'ai mis un préfixe livre, alors le parseur va dire, attention, le sens de ce titre-là n'est pas à chercher dans une DTD, par exemple, qui serait définie en interne ici, ou dans une DTD externe liée à ce document. Non, non, non. Le sens de ce titre est à chercher dans l'espace de nom préfixé par livre. Or, l'espace de nom préfixé par livre, c'est cet espace de nom. Donc, le comportement de livre sera dicté par ça. C'est la même chose pour le comportement de auteur. Auteur, préfixé par livre. Par contre, l'élément nom ici n'est pas préfixé. Donc, son sens est à chercher dans ce document et non pas dans cet espace de nom. Maintenant, l'avantage d'utiliser les espaces de nom préfixés par rapport aux espaces de nom par défaut, c'est que je définis une seule fois l'espace de nom préfixé et à chaque fois que j'appelle, que je veux appeler un élément de cet espace de nom, j'ajoute juste le préfixe devant. Par exemple, ici, plutôt que de mettre, comme j'ai mis ici, le nom de l'élément, par exemple, plutôt que de mettre titre, espace, ensuite je mets XML namespace égale mon site /dtdlivre.xml, ensuite je donne le contenu, je ferme. À ce moment-là, il n'y aura pas le préfixe livre. Ensuite, je viens ici pour auteur. Je mets auteur, espace, XML namespace égale mon site /dtdlivre.xml, ainsi de suite, je ferme. Ensuite, éditeur, je mets XML namespace égale mon site, etc. Ça veut dire que je serai obligé à chaque fois que j'écris un nom d'élément qui serait référencé par cet espace de nom, d'ajouter XML namespace égale, ensuite l'URL, XML namespace égale. Par contre, quand je mets l'espace de nom préfixé, il suffit simplement de faire le préfixe, là c'est plus rapide et c'est plus simple. C'est plus rapide et c'est plus simple. Donc voilà, et ça quand je le fais, je n'ai pas mis un exemple ici, mais par exemple, je peux me retrouver dans ce même document avec livre 2.titre, mais par exemple, je pouvais mettre ici, par exemple, l'élément nom là pouvait être, si je vais à la place titre, il va se dire, le titre là, puisque ce n'est pas préfixé, son sens est à chercher dans ce document et non pas à l'intérieur de cet espace. Par contre, ce titre là, son sens est à chercher dans cet espace de nom là. Donc, il n'y aurait plus conflit. J'ai levé la contrainte que j'avais comme quoi
je ne peux pas appeler dans mon document, dans mon instance, un document externe qui a un élément qui porte le même nom qu'un de mes éléments, mais qui n'aurait pas la même sémantique. Si je veux lever maintenant cette différence-là, ou en tout cas faire en sorte que cela ne cause pas de problème, alors j'utilise ce qu'on appelle des espaces de nom. Donc, on peut simplement retenir que les espaces de nom sont utilisés pour lever des contraintes ou pour régler le problème de conflit de nom à l'intérieur d'un même document XML. Je ne sais pas si je me suis fait comprendre par contre. Maintenant, avant peut-être d'ouvrir une minute pour ouvrir les micros, peut-être vous dire simplement, bon ça, je pense que ça ne vaut pas la peine d'y revenir, parce que vous connaissez les notions d'URL et d'URI, c'est ce que j'ai rappelé ici. C'est pour cela que j'ai sauté. Voilà. Là, bon, en tout cas pour vous, je pense qu'il n'y a pas de souci, parce que les URL et les URI, c'est ce qu'on a utilisé pour définir nos espaces de nom. C'est ce qu'on a ici, c'est ce qu'on a ici, c'est ce qu'on a là, c'est ce qu'on a aussi là. Donc, les URL rapidement et les URI. Donc, on a dit que les URI, ils vous permettent d'identifier des espaces de nom, comme je vous ai montré tantôt. XML namespace égale, ça, c'est vous permettre vous mettez une URL, ça vous permet d'identifier votre espace de nom. Maintenant, la structure, c'est procédure, information et fragment. Et quand je dis procédure, information, fragment, en général, procédure, c'est le protocole que vous utilisez, soit HTTP ou FTP, etc. Information spécifique, en général, c'est le nom de votre serveur, www.ucad.edu.sn ou iadb.edu.sn ou easy.sn, etc. Et ensuite, slash, le nom du fragment, c'est-à-dire le nom du document que vous voulez référencer. Donc ça, c'est la notion d'URI, Uniform Resource Identifier. Maintenant, les URI se déclinent en plusieurs formats, parmi lesquels donc les URL qu'on connaît le mieux. Voilà, c'est HTTP, voilà, ou HTTPS, w, etc., le nom du serveur, slash, le nom du fragment que vous cherchez à l'intérieur de votre serveur. Voilà. Et si c'est les URN, qui sont aussi des URI, parce que les URI, c'est des URL, c'est des URN, etc. Et si c'est des URN, en général, c'est les codes ISBN que vous connaissez, qu'on utilise le plus souvent avec les livres pour identifier de manière unique un livre. Ben voilà. Donc, s'il y a des questions, je suis à l'écoute. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça? Très bien. Donc, je pense qu'on a ramassé globalement, en tout cas en termes de présentation, c'était quoi XML, on a vu à quoi ça ressemblait. C'est avec en tout cas sa spécificité et ce que XML nous permettait de faire. Après cela, on est passé un petit peu vers le fait, en tout cas, comment s'assurer qu'un document XML soit bien formé. Ça, on l'a vu. Maintenant, après avoir vu un petit peu comment est-ce qu'un document XML devrait se comporter pour être bien formé, c'est-à-dire les règles qu'il faut respecter pour que votre document XML soit bien formé, on est passé un petit peu sur la notion d'entité, si vous voulez, donc qui nous permettait un petit peu de pouvoir substituer soit un document dans sa globalité, ou bien de substituer des fragments de documents ou des caractères, ou bien voilà, en tout cas, utiliser des entités qui sont prédéfinies. Maintenant, on a vu que l'importation dans un même document d'entité pouvait provoquer un conflit de noms. Et donc, pour pouvoir lever ces conflits de noms-là, il fallait utiliser ce qu'on appelle les espaces de noms. Donc, les espaces de noms sont là pour nous permettre de pouvoir un petit peu éviter les conflits de noms. Parce qu'il ne faut pas se dire que, puisque si j'importe des documents à l'intérieur d'un même, je peux me retrouver avec des conflits de noms, donc je n'importe pas. Non, non, non. Vous importez, mais quand même, mettez-vous à l'esprit que lorsque vous importez et que vous risquez d'avoir des conflits de noms, je vais utiliser ce qu'on appelle des espaces de noms pour pouvoir lever cette contrainte-là. Alors, si tout est OK par rapport à ça, maintenant, on attaque la première partie sur le fait qu'un document soit bien formé, ou en tout cas la définition proprement dite d'un schéma de document XML. Alors, j'en ai beaucoup parlé. Bon, on y arrive finalement, les DTD. Je vous ai dit dans les premiers chapitres que avec XML, vous avez la possibilité de créer vos propres balises. Mais je vous ai dit, attention, il ne faut pas en abuser.
ou bien il faut en tout cas mettre des règles pour que votre document soit exploitable. Parce que ça ne sert à rien de créer un document qui après ne peut pas être exploité. Parce que si vous créez une technologie ou un document et qu'après, voilà, vous ne mettez pas des règles qui régissent un petit peu leur utilisation ou leur exploitation, alors là, ça devient inutilisable et vous aurez perdu du temps. Alors maintenant, pour XML, pour la technologie XML, il y a ce qu'on appelle des technologies, en tout cas, qui vont avec, en tout cas, qui accompagnent XML et qui permettent quand même de pouvoir se prononcer sur la validité ou pas d'un document. Parce que c'est important de pouvoir se prononcer lorsque j'ai un document. C'est important que moi, ou en tant que ou bien le processeur ou le parseur, puisse dire attention, par rapport à des règles qui sont déjà établies, votre document, son comportement est correct ou bien n'est pas correct. Autrement dit, votre document, il est valide ou il n'est pas valide. Maintenant, ça, pour le faire, il faut mettre des règles. Et ces règles-là, on les définit en utilisant ce qu'on appelle les DTD. Dans un premier temps. Alors, une DTD ou Document Type Definition est une sorte d'entité contenant une description formelle de la structure et du vocabulaire. Les noms d'éléments, leur type, les noms d'attributs, leur type, etc. Donc, la spécification XML définit complètement l'écriture des DTD. On y revient. Comment est-ce qu'une DTD doit être écrite? Mais une DTD, il faut le remarquer tout de suite et maintenant, la DTD, ce n'est pas un document XML. Et vous allez vous en rendre compte lorsqu'on va donner un exemple de DTD. Ce n'est pas un document XML. Donc, on va se dire, écoutez, on va utiliser une technologie qui n'est pas du XML en réalité pour valider un document XML. Voilà. Les DTD sont des technologies utilisées pour valider un document XML, mais en réalité, la DTD n'est pas en elle-même un document XML. Maintenant, on vous dit ici qu'un processeur validateur, à chaque fois qu'il reçoit un document XML, si bien sûr, et vous devez le faire, vous accompagnez ce document XML-là avec en tout cas avec une DTD, que ce soit une DTD interne ou externe, on y reviendra. La première des choses que le processeur fait, c'est d'abord d'exploiter ou si vous voulez lire la DTD et éventuellement, si vous voulez, je peux extrapoler en disant, en générant la structure arborescente. C'est-à-dire, quand vous passez un processeur ou un parseur, un document XML, la première des choses qu'elle fait, si le document XML est lié à des règles, à une DTD, et c'est normal, même nous humains, si on nous demandait d'arbitrer pour dire la chose qu'on a mis à ma disposition, est-ce que c'est valide? Je dis valide par rapport à quoi? C'est la première question. Validité, c'est par rapport à quelque chose. Donc, je dis, quelles sont les règles que vous avez établies et qui vont après me permettre de me prononcer pour dire oui, ça c'est valide ou c'est pas valide. Donc, c'est exactement la même chose ici. Donc, quand vous passez un document XML à un processeur et que ce document-là intègre en son sein une DTD, interne ou externe, le processeur va d'abord dire où sont les règles. Parce que vous êtes en train de me demander d'abord, vous êtes en train de me demander de me prononcer sur sa validité. Mais c'est quoi les règles? Et donc, les règles, vous lui dites, ou bien il va dire les règles sont dans la DTD. Si c'est interne, il va l'exploiter, l'avoir en mémoire et le garder jusqu'à la fin. Si c'est externe, pareil. L'essentiel est qu'il faut qu'il lise d'abord les DTD. Il a lu la DTD, il a compris toutes les règles en une fraction de seconde. Il a compris, c'est comme en français, vous dites à une personne, est-ce que la phrase que la personne-là, qu'une personne X est en train de construire ou a écrite est correcte ou n'est pas correcte? Il faut que cette personne-là soit un bon grammairien, sinon il ne peut pas se prononcer. Parce qu'après, il doit dire, voilà, c'est correct parce que vous n'avez pas fait une faute grammaticale. C'est incorrect parce qu'il y a une faute grammaticale à tel niveau. Donc, pour nous, notre processeur, il va dire, dès que vous lui donnez la phrase en français, donc par analogie, il va d'abord dire, ah, c'est quoi les règles qui sont définies en français pour la grammaire? Donc, il va aller récupérer toutes les règles et se les mettre dans sa tête. Maintenant, après, il vient dans votre texte et il regarde. Et dès qu'il rencontre un problème lié à la grammaire qu'il a parcourisée, il va dire, attention, j'ai rencontré une erreur à tel niveau dans votre texte. Ici, c'est exactement la même chose. Vous lui donnez la DTR, vous lui donnez l'instance de votre document, c'est-à-dire le contenu de votre document.
c'est-à-dire votre base de données XML, ou bien une technologie que vous utilisez, que ce soit Android, que ce soit un fichier web.xml, etc., il y a toujours un XML schéma ou une DTD derrière qui s'assure que ce que vous êtes en train de faire est correct ou n'est pas correct. Maintenant, il ne peut pas dire c'est correct ou c'est pas correct s'il ne connaît pas les règles qui régissent la technologie que vous êtes en train d'utiliser. Ces les règles-là, vous les définissez à l'intérieur de votre DTD. Donc, on regarde d'abord la DTD, on se fixe ou on fixe les règles. Une fois que les règles sont parcourisées, maintenant, je rentre dans le document et je lis ligne par ligne ou élément par élément et contenu de chaque élément par contenu de chaque élément. Maintenant, quand il regarde un élément, il va se dire, est-ce que cet élément-là, le comportement qu'il a à l'intérieur de cette instance, c'est un comportement qui est accepté dans les règles que j'avais lues. Si le comportement est un comportement qui est accepté dans les règles qu'il avait lues, il va dire, oui, bon, cet élément, il est bien écrit, donc je valide. Si l'élément n'a même pas été défini, parce que je vous ai dit, la première des choses, c'est de définir le vocabulaire quand on veut mettre en place une technologie. Et quand je dis vocabulaire, c'est l'ensemble des balises. Donc, quand vous mettez des règles, une BTD, vous dites les balises qui sont utilisables ou les balises qui existent sont la balise étudiant, la balise nom et la balise prénom. Vous lui passez un document en lui disant, vous allez vous référer sur les règles que j'ai définies qui disent que les seules balises acceptables sont balise étudiant, balise nom et balise prénom. Et dans son instance, il voit une balise prénom. Oui, je me rappelle que il avait dit dans ses règles qu'une balise prénom peut être utilisée. Donc, je valide. Il voit une balise étudiant, il dit oui, ça aussi, il l'avait accepté dans son vocabulaire. Donc, le mot peut être accepté. Il voit une balise étudiant, il dit non, 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 oui, c'est bon, encore oui, etc. Mais quand il voit une balise, par exemple, date de naissance, ah, c'est quoi date? Il ne connaît pas. Il ne connaît pas du tout. Donc, il va dire, attention, cette balise-là, ce document-là, il ne va même pas dire cette balise, mais ce document n'est pas du tout bon parce que vous êtes en train de parler une langue que je ne connais pas, parce que vous avez utilisé un mot qui n'existe pas dans mon vocabulaire. C'est comme ça qu'il va vous le dire. Donc, pour nous, c'est exactement pareil. J'ai l'habitude de taquiner les étudiants en leur disant que ça va être compliqué de développer aujourd'hui un parseur pour les jeunes, des fois, quand ils parlent, parce que je dis, je donne toujours l'exemple de phrases où à l'intérieur, vous avez à la fois du français, de l'anglais et du pulaar, du wolof, etc. Je dis toujours qu'il n'y a pas un parseur ou un validateur qui puisse vous permettre de pouvoir se prononcer sur la validité de vos documents. Mais vous, quand même, vous avez votre propre façon de valider ces documents-là parce que simplement, vous êtes tombé d'accord que ces mots-là sont acceptables et sont acceptés et vous connaissez l'essence. Voilà, je donnais la... C'était quelle phrase? Boy, par exemple. Boy, c'est un mot anglais. Boy, demain, nangadjar galé. Voilà, tu passes à la maison, nangadjar galé. On prend du thé. Voilà. À l'intérieur de cette même phrase, vous avez du wolof, vous avez du pulaar, galé, vous avez de langue, etc. Donc, mettre en place un processeur qui permettrait à ces gens-là de se comprendre. Voilà, bien, bon courage si vous devriez le faire. Bon, c'était entre parenthèses pour vous taquiner. Alors, donc, la DTD, elle est extrêmement importante. Donc, elle vous permet de définir les mots possibles. Elle vous permet de définir la grammaire. Et quand je dis grammaire, c'est comme j'ai dit tantôt, c'est, pour moi ici, j'ai dit tantôt dans un langage courant, grammaire, on connaît. Mais ici, en XML, quand je dis grammaire, c'est quels sont les degrés d'imbrication qui sont autorisés à l'intérieur du document. Est-ce qu'un élément étudiant a la possibilité d'avoir en son sein un élément nom et un élément prénom? C'est dans la DTD que je vais le dire. Si j'autorise ça, oui, dans une instance, vous pouvez dire un étudiant, il a un nom, il a un prénom. Mais si je ne l'autorise pas dans la DTD, vous ne pouvez pas créer une instance à l'intérieur de laquelle vous aurez une entité étudiant qui aura en son sein un nom et un prénom. Donc, cette autorisation-là de mettre un nom à l'intérieur des étudiants, un prénom à l'intérieur des étudiants, un attribut à l'intérieur des étudiants, etc., ça c'est défini au niveau de la grammaire. Donc ça, c'est ce que j'appelle grammaire, c'est-à-dire quelles sont les autorisations d'imbrication qui sont permises à l'intérieur de mon document. Donc c'est à l'intérieur de cette DTD que je mets cela. Peut-être aussi mis cette DTD dans un fichier et être appelé dans le document XML. Dans ce cas-là, on parlera de DTD externe. Est-ce que vous avez compris ce que je viens de dire sur les DTD?
Ou bien, si vous n'avez pas compris, dites-le moi. Parce que si vous avez compris ça, c'est déjà formidable. Oui? Baldé? Oui? Bon. Baldé? Je n'ai pas entendu. Oui, je disais que c'est bon, c'est bon. C'est bon, merci beaucoup. C'est bon pour les autres? Ah, Oui, c'est monsieur. bon. Oui, c'est bon. Hassan, voilà. Parfait. Donc, ça, c'était pour poser vraiment le... Oui, oui, Hassan, allez-y. Pour le chapitre 2 et 3, est-ce qu'on on peut pas avoir de TD et TP? Il y en aura, Hassan, t'inquiète pas. À la fin de cette séance, je déposerai, Inch'Allah, au niveau du classroom des TD. T'inquiète pas. Il y en aura. Il y en aura, Inch'Allah. Très bien. Donc, j'ai posé le contexte pour la mise en place de ces DTD-là, en tout cas, ou le rôle de ces DTD dans ce qui va nous attendre dans la suite. Alors, si on connaît maintenant le principe des DTD, c'est-à-dire pourquoi on doit le faire, c'est ce que je viens de dire. Donc, on va les faire pour quand même éviter de l'anarchie dans nos documents. On va les faire pour que quand même, quand je dois échanger un document avec un partenaire, qu'on puisse comprendre. Parce que on va se dire, moi et Hassan, par exemple, pour nous comprendre, il faut qu'on s'accorde sur des règles. Si on s'accorde sur les règles, c'est-à-dire la DTD, si je lui envoie un document en me basant sur les règles qui sont définies dans la DTD, parce qu'on est d'accord sur la DTD, il comprend tout le contenu de mon document. Il va tout comprendre. Parce qu'il sait que cette DTD-là, voilà, définit le comportement de mon document. Et donc, moi et Hassan, nos deux applications, ou même nous et humains, même si ce n'est pas destiné à l'humain, nos deux applications peuvent s'échanger des informations, peuvent travailler, peuvent interopérer. C'est surtout ça l'avantage. Peuvent interopérer sans aucun problème. Mais si vous ne définissez pas des règles, alors moi, je lui envoie une base de données des étudiants où je mets name à la place de nom, etc. Bon, son application ne va jamais comprendre parce que peut-être lui, en développant, il met name à la place de nom, moi, je mets nom à la place de... Voilà, bienvenue les dagas, on va jamais... Donc, c'est la raison pour laquelle les DTD sont primordiales. Alors, la DTD donc, utilise la déclaration doctype, comme j'ai dit dans les premiers chapitres, qui référencie les déclarations soit internes, soit externes. Ça, j'en avais parlé, DTD interne ou externe. Une DTD interne, donc les déclarations de la DTD sont placées dans le doctype après la déclaration XML. Voilà. Et l'attribut standalone, comme j'ai dit la dernière fois, avec sa valeur yes, veut dire que le document s'autosuffit. Si c'est interne, standalone égale yes. Si c'est interne, standalone égale à yes. Si c'est externe, on va voir tantôt standalone égale à no. Interne, ça veut dire que la DTD, les règles sont mises à l'intérieur, en tout cas dans le même document que l'instance. Donc, ce qui valide l'instance et l'instance sont dans un même document. Donc, le document est autonome. Le document n'a pas besoin d'un autre pour lui dire tu es valide ou tu n'es pas valide en termes de contenu. Donc, standalone égale à yes. Maintenant, comment le faire? Alors, dans l'attribut doctype ou dans l'élément doctype, vous mettez doctype, le nom de l'élément racine, comme je vous ai dit la dernière fois. Ici, c'est toujours le nom de votre élément racine. C'est à vous de le définir. Entre ce crochet ouvrant là et ce crochet fermant, vous mettrez ici l'ensemble des règles que doivent respecter le document qui va commencer ici en termes d'instance et se termine là en termes d'instance. Tout le contenu de votre base de données XML sera mis entre ce document, entre cette balise et cette balise. Donc, la balise racine qui est ici, vous voyez, racine qui est là, c'est elle qui démarre l'instance, c'est elle qui ferme le document. Maintenant, entre ce crochet-là et ce crochet, vous mettrez l'ensemble des règles qui vont permettre de se prononcer sur la validité ou le comportement, ou en tout cas les règles qui seront définies ici, vont dicter le comportement de tous les éléments de votre base de données qui seront ici sur ces 3 points. Voilà
comment est-ce qu'on amène une DTD interne. Donc, maintenant, on verra dans la suite comment est-ce qu'on déclare les règles, comment est-ce qu'on définit les règles dans ces crochets-là. C'est l'objet de ce chapitre. Donc, comme j'ai dit ici, comme je viens de vous expliquer, le mot document là, c'est le nom de la balise rationnelle. Et déclaration, c'est la déclaration de tous les éléments et de tous les attributs. Ce n'est pas seulement la déclaration de tous les éléments et de tous les attributs, mais aussi les règles qui régissent les relations qui existent entre ces éléments et ces attributs, ou bien entre les éléments entre eux-mêmes et entre les éléments et leurs propres attributs. Donc, toutes ces règles vont être définies dans ce que j'ai appelé ici déclaration. Donc, vous allez simplement effacer déclaration. Quand on va voir comment est-ce qu'on définit les règles, vous allez effacer déclaration et vous remplacer par la façon dont on va écrire des règles. Et ça va être très simple, vous allez le voir. Maintenant, lorsque la DTD est externe, comme je viens de dire tantôt, cela permet d'inclure des documents externes grâce à des URL plus précisément pour nous, des règles qui sont définies à l'intérieur de notre document. Dans ce cas, les déclarations sont placées dans un fichier séparé de l'instance, donc du fichier XML avec lequel je travaille. Et par conséquent, son attribut standalone devrait prendre la valeur no. Donc, externe, standalone égale à no. Interne, standalone égale à yes. Exemple, ici, au lieu de mettre doctype ou doctype, le nom de l'élément racine, crochet, déclaration ou règle, fermer les crochets et ensuite commencer à instancier, on ne fait pas ça si c'est externe. Si c'est externe, alors on fait doctype, le nom de l'élément racine, le mot-clé système, c'est un mot-clé, encore, Tala avait demandé la question, le mot-clé système, et ensuite vous mettez là, soit, ici j'ai mis l'adresse de mon document.dtd sur un serveur, qui est le serveur uadb.edu.sr, mais je pouvais mettre directement, si bien sûr la DTD se trouve dans le même répertoire sur ma même machine, je mets point d'exclamation doctype, document, ensuite système, et je mets directement ici le nom du fichier .dtd, directement. On va le voir. Mais ici, c'est vraiment dans le cadre général. C'est-à-dire, je suis en train de vous dire ici que le document .dtd là peut être sur un serveur distant. Donc, partagé. Si ça peut se faire, c'est mieux. Par exemple, vous, entre vous, si vous définissez votre propre grammaire, vos propres règles, vous pouvez le déposer sur un serveur. Et à chaque fois que quelqu'un d'entre vous doit développer quelque chose qui est basé sur les règles que vous avez déjà établies, il intègre ça dans son document. Vous aurez la certitude que ce qu'il va vous retourner sera intelligible, pourra être exploité par votre application parce que vous vous êtes tous basés sur les mêmes règles. Aujourd'hui, n'importe quel navigateur ou n'importe quelle machine que nous avons, si nous lançons nos navigateurs, comprennent un petit peu le HTML ou le XHTML, mais parce qu'on intègre en leur sein les règles qui dictent ce qu'il faudrait faire quand vous voyez la balise HTML, ce qu'il faudrait faire quand vous voyez la balise body, ce qu'il faudrait faire quand vous voyez la balise TR, la balise table, etc. S'il n'y avait pas ces règles intégrées à l'intérieur de ces navigateurs, bah, vous allez écrire, un navigateur X va l'interpréter d'une façon, un autre navigateur Y va l'interpréter d'une autre façon. Voilà, on ne veut pas de ça. Nous, ce qu'on veut, c'est que quand on reçoit un document, que Moussa, que Fatou, que Aïda, en termes d'interprétation, qu'il ne suscite pas de débat. Voilà. Il ne faudrait pas qu'on fasse des fois comme nos amis juristes, qui même, lorsqu'ils s'accordent des fois sur l'écriture d'un texte, quand même pour l'interpréter, peuvent prendre chacun son chemin. Ici, non. On doit avoir la même interprétation de la chose. Pour que lorsque moi je reçois le document, que le sens que je lui donne
soit identique au sens que vous lui donnez. Et quand je prononce ou quand je dis que le document est valide, que vous ne puissiez pas dire que le document n'est pas valide. Si c'est valide pour quelqu'un, c'est valide pour tout le monde. Donc voilà pour les DTD internes et externes. Maintenant, à côté de ces DTD internes et externes que nous définissons nous-mêmes, il y a ce qu'on appelle des DTD qui sont publics. C'est pour cela que je dis certains d'entre vous, éventuellement, ils ont déjà rencontré ça dans leur boulot. Des fois, quand vous commencez à travailler, et même les espaces de nom, vous pouvez vous retrouver avec, surtout quand je pense, même du HTML rigoureux comme XHTML et autres. Des fois, c'est un XML schéma. La plupart du temps, ils travaillent beaucoup plus, des fois, avec du XML schéma. Mais l'objectif étant le même que les DTD. Si vous utilisez une DTD qui a, bon, on va dire, qui a l'onction de toute la communauté, c'est-à-dire que la communauté est d'accord que, par exemple, le XHTML là, son DTD ou son XML schéma, c'est ça, vous ne pouvez pas modifier ça. Donc, si vous l'intégrez dans votre document, alors vous mettez doctype, l'élément racine, public, ensuite vous mettez l'URL ou l'identificateur public de votre DTD. En ce moment-là, on parle de référence, de norme si vous voulez. Donc, public ici est utilisé lorsque la DTD est une norme. Voilà. Lorsque c'est une norme, c'est-à-dire que voilà, elle est validée et acceptée par la communauté. Donc, à la place du mot-clé système, si vous voyez public, c'est parce que c'est une DTD qui est acceptée de tous. Maintenant, lorsque vous définissez votre propre DTD entre vous, à ce moment-là, ce n'est pas une DTD qui est exploitable par n'importe quelle personne, non, non, non. C'est une DTD qui n'est acceptable que par les différentes parties prenantes. Je peux continuer. S'il y a des questions, n'hésitez pas à faire signe. Alors, bon, j'en ai un petit peu parlé. La DTD externe, donc les déclarations sont placées dans un fichier séparé avec une extension .dtd. C'est ce que je vous disais ici lorsque je montrais le navigateur, le parseur Oxygène. Par exemple, je vous ai dit que moi, je peux définir un document XML simple, mais je peux définir une DTD. Par exemple, là, si je veux définir une DTD, je viens ici et je dis créer. En ce moment-là, je suis en train de créer une DTD. Et là, je déclare mes éléments. On verra un petit peu comment les déclarer. Ici, c'est une instance, c'est-à-dire c'est la base de données XML. Je peux ici définir un certain nombre de règles et je dis à ce document-là, à cette instance-là, que toi, là, pour être valide, est-ce que étudiant, là, tu dois l'avoir avec ce format, non, avec, etc. Je peux mettre un ensemble de règles qui disent que pour que test.xml soit valide, il faut qu'il respecte les règles que j'aurais définies à l'intérieur de cet espace-là. Et ce fichier-là, vous voyez, il aura comme extension .dtd. En ce moment-là, la DTD serait externe. Maintenant, la DTD, comme je vous ai dit tantôt, je pouvais la placer ici, en mettant ici, par exemple, point d'exclamation. Voilà, point d'exclamation doctype. Voilà. Le nom, ma base. Voilà, ma base. Ensuite, attention, qu'est-ce que je vais faire? On dirait que j'ai perdu la main. Voilà. Voilà, je fais comme ça. Voilà, je fais comme ça. Et maintenant, dans ces crochets-là, à l'intérieur de cette affaire-là, je vais déclarer l'ensemble de mes éléments. En ce moment-là, cette déclaration-là, elle dit que la DTD que je suis en train de faire serait ou sera une DTD interne. Donc, toutes les règles, je vais les mettre ici. Maintenant, si je veux que ça soit externe, les règles, au lieu de les mettre entre le crochet ouvrant et fermant ici, je les mets à l'intérieur d'un autre document externe qui serait là. Donc, c'est juste ça la différence. Voilà. Là, je mets à l'extérieur. Et maintenant, quand je mets ça dans un fichier séparé, en ce moment-là, je ne fais plus ça. Donc, je vais faire, comme j'ai mis tantôt, doctype, le nom de mon élément racine, système, ensuite je mets le nom du fichier .dtd. Et automatiquement, quand je finis, si je parse, le document, le processeur XML va dire, attention, il veut que je me prononce sur la validité ou pas de son document. Avant de me prononcer, puisque c'est interne,
je regarde les règles qui sont définies à l'intérieur de ces crochets. Après ça, je vais regarder est-ce que maintenant les éléments qui sont définis ici respectent les règles qui seraient définies à l'intérieur. Si c'est externe, il va sortir de votre document et aller venir ici, apprendre les règles, les parqueriser et revenir ici pour dire est-ce que vous là, vous êtes correct par rapport aux règles que je viens d'apprendre. S'ils sont corrects, il dit correct, votre document est valide. S'ils sont incorrects ou il y a quelque part où il y a des difficultés, il va dire votre document n'est pas bien formé. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça? Monsieur? Oui. Est-ce qu'il y a des avantages et des inconvénients par rapport aux deux méthodes d'inclusion des DT et des DTD? C'est une très bonne question. Est-ce qu'il y a un avantage et un inconvénient? Personnellement, je trouve qu'il y a un avantage, c'est mon avis, je crois que c'est vrai. Il y a un avantage lorsque votre document devrait être partagé entre plusieurs parties prenantes, en tout cas. Pour moi, c'est plus simple de centraliser la DTD. Et quand je dis centraliser, j'externalise. En ce moment-là, c'est parce que l'inconvénient d'avoir la DTD à l'intérieur, c'est que chaque partie prenante, quand il va manipuler son document, il a la DTD en vue. Et s'il touche à la DTD, il va avoir d'autres règles qui sont différentes des règles que moi j'avais. Mais maintenant, si la DTD est centralisée sur un serveur, comme je vous ai mis tantôt là dans le serveur de quelque part, en ce moment-là, la DTD, elle est externe et donc peut être utilisée par plusieurs équipes. Et l'autre avantage que j'ai avec la DTD externe, c'est que avec la seule DTD, je peux donner la possibilité à plusieurs applications, à plusieurs systèmes d'information d'avoir les mêmes règles. C'est ça avec externe. Maintenant, si c'est interne, malheureusement, comme son nom l'indique, les règles que vous définissez ici ne seront applicables qu'à cette instance. S'il y a une petite modification, vous me transmettez ce document, même si au départ, je m'étais dit on avait les mêmes règles, votre document, en tout cas, si je ne change pas mes règles, je ne copie que votre instance, vous allez voir que votre document ne serait plus valide par rapport à mes règles. Donc, si la DTD, ou en tout cas l'instance, n'est exploitable que par vous-même, oui, si vous voulez, faites une DTD interne. Mais lorsque, par exemple, le document doit être partagé par plusieurs parties prenantes, c'est plus avantageux de mettre une DTD externe qu'une DTD interne. Voilà un petit peu. Ben, pour le reste, par contre, en termes d'écriture, bon, c'est exactement la même façon qu'on va faire. C'est bon? Ouais, merci, monsieur. Parfait. Alors, donc, ça, j'en ai parlé aussi. Je disais que lorsque, par exemple, la DTD, elle est interne, voilà, lorsque la DTD, elle est externe, voilà donc comment vous allez faire. Vous allez mettre le nom de l'élément racine, système, comment on dit, le fichier qui contient votre DTD. L'attribut standalone prendrait la valeur no, etc. Voici un exemple de chemin relatif, voilà. Tantôt, je vous ai donné un chemin vers un serveur, mais là, vous avez un chemin vers, par exemple, cette DTD-là, le document.dtd-là, et l'instance qui est le fichier là, le fichier XML-là, sont dans le même répertoire. Parce que ici, j'ai pas mis, par exemple, point slash, etc., pour donner le chemin absolu. Parce que la DTD peut se retrouver dans la même machine, mais sur un autre répertoire. En ce moment-là, par exemple, bon, vous avez fait du DOS et du Linux, vous allez mettre point, par exemple, à partir du répertoire courant, slash, et vous mettez le chemin absolu qui mène vers. Ou bien directement, vous mettez, si c'est dans votre C ou dans votre D, vous mettez C2 points, etc., slash, et vous allez vers le fichier qui, en tout cas, qui vous permet de définir vos règles. Donc, les contraintes sur les DTD, avant de voir comment on les écrit, il peut contenir un prologue, comme un document XML. Donc, le prologue, c'est inférieur, point d'interrogation, XML, version égale, etc. Mais pas de standalone. En général, on n'a pas besoin de ça sur les DTD. Donc, précisez juste la version, voilà, etc. Et le encoding éventuellement. Donc, pas de référence à une DTD, donc, voilà, raison de plus.
Donc, on n'a pas besoin de valider par un autre. Et il doit être bien formé dans le sens DTD du terme. Parce que je vous ai dit au début qu'une DTD, elle est définie, ce n'est pas de la technologie XML. C'est-à-dire que c'est une autre technologie qu'on utilise pour valider un document XML. Donc, la DTD en elle-même n'est pas un document XML. Ça, je l'ai dit au départ. Bon, peut-être qu'on va essayer de s'arrêter là aujourd'hui. Avant, si vous avez des questions, avant que l'on ne se quitte dans